Aux fêtes de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce 19-20. Dans les Alpes, nous reviendrons en détail sur la victoire de Laurent Wauquiez hier soir aux élections régionales, avec les résultats, commentaires et analyses d'Olivier Hill, politologue, et puis de Christian Deville, journaliste de la rédaction. La mobilisation nationale des infirmiers anesthésistes qui s'inquiètent du devenir de leur profession. En question leur formation et leur diplôme. À Grenoble aujourd'hui, ils ont manifesté en distribuant des tracts pour sensibiliser la population. Et puis nous ouvrirons le premier volet de notre série En attendant Noël. Direction Bourgoin-Jallieu ce soir qui mise sur son premier marché de Noël pour en faire à l'avenir un événement majeur. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale et deux grands titres ce soir. À 17 mois de la présidentielle, les élections régionales d'hier sont une bonne photographie du nouveau paysage politique. Mathématiquement, la droite est gagnante avec 7 régions contre 5 pour la gauche. Mais dans les faits, il n'y a ni gagnant ni perdant. Chaque parti est resté modeste face à la montée du Front National qui confirme une fois de plus son ancrage. Et puis c'est l'une des tendances de ce prochain Noël, offrir des jouets français bien sûr. 80% des jouets sont fabriqués en Chine, mais les fabricants français séduisent de plus en plus avec des arguments en matière de sécurité, d'écologie et de créativité. Certains produits connaissent un vrai succès. Quelques belles histoires made in France dans ce journal. Laurent Wauquiez est donc le président de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa liste d'Union de la droite l'a emporté avec 40,61% des voix devant le candidat socialiste et sa liste d'Union de gauche, Jean-Jacques Kerran, avec 36,84%. Et puis le Front National de Christophe Boudot, 22,55% des suffrages. À mes côtés, Olivier Hill, politologue, bonsoir. Bonsoir. Et puis Christian Deville, spécialiste politique de notre rédaction. Bonsoir Christian. Alors au-delà du fait que les sondages se sont légèrement trompés, que dire de ces résultats, Christian ? Eh bien en fait que Auvergne et Rhône-Alpes ont validé leur choix du premier tour en plaçant Laurent Wauquiez en tête. L'écart avec Jean-Jacques Kerran diminue de 8 à 4 points, mais cela reste une victoire assez large, nettement supérieure donc à ce qu'indiquaient les sondages. Par rapport au premier tour, Laurent Wauquiez gagne 9 points, Jean-Jacques Kerran 13 et le Front National perd 3 points. Le regain de participation, plus 465 000 votants tout de même, n'a pas bouleversé le scrutin, mais il a tout de même modifié la couleur de la région. Plus aucun département où le Front National est en tête. La droite s'impose dans 7 départements, la gauche 5, dont l'Isère. Justement, l'Isère qui se singularise un peu dans les Alpes. Oui, en votant à gauche après avoir voté Front National au premier tour, les Isérois, comme les Drômois d'ailleurs, ont complètement inversé leur vote du premier tour. Jean-Jacques Kerran gagne près de 15 points, Laurent Wauquiez près de 9. Le Front National, lui, reste stable. En Savoie et Haute-Savoie, Laurent Wauquiez est en tête et le Front National passe de la 2e à la 3e position. C'est en Haute-Savoie que les écarts sont les plus importants. 14 points entre Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Kerran qui gagnent chacun 10 points, l'équivalent de la hausse de participation, alors que le Front National, lui, baisse de 3 points. En Savoie, l'écart entre les deux premiers n'est que de 3 points. Le Front National, lui, chute de 4 points. Mais attention, malgré ses scores inférieurs au premier tour, le Front National gagne des voix dans les 3 départements, 3 000 en Savoie, 4 000 en Haute-Savoie et 9 000 en Isère. Olivier Hill, c'est peut-être là le principal enseignement de ce scrutin. Au-delà de la victoire de Laurent Wauquiez, le Front National est désormais enraciné. Ce n'est plus un vote de protestation, mais bien d'adhésion. Oui, on parlait de colère, on parlait de peur. Désormais, il faut parler bien d'une normalité électorale. Désormais, nous avons sous les yeux 3 pôles qui définissent la vie électorale française. Traditionnellement, nous raisonnions avec des pôles qui étaient doubles, avec chacun en leur sein un parti majoritaire. Tout ça est balayé. Désormais, il faut changer notre carte mentale. Alors, quelles sont les raisons de ce changement, de ce vote tripartite ? Alors, on parle beaucoup du contexte national. Bien sûr, la nationalisation de ce scrutin a été majeure. Les attentats de Paris, la crise sociale qui se traduit par un chômage très élevé en France, le rejet de la classe politique, des raisons fortes qui, au fond, constituent un vent qui souffle dans les voiles du Front National et maintenant de façon
magistrale de façon très forte, très puissante. On a peu parlé de la région durant ces campagnes. Oui, c'est vraiment le parent pauvre des débats politiques. Alors d'abord parce qu'il n'y a pas eu de campagne, il faut le rappeler. Très très peu de temps d'échange et de meetings. L'état d'urgence, autre singularité, nous sommes dans un scrutin tout à fait inédit de ce point de vue-là, un scrutin qui se déroule dans un état d'urgence. Tout ça fait qu'évidemment, nous avons devant nous un scrutin qui est à nul autre pareil. Est-ce qu'il aurait dû avoir lieu alors la question a été posée, et c'est vrai qu'après avoir été reporté de mars à décembre, la tentation a saisi les gouvernants d'imaginer un report en 2016. Mais pour toute une série de raisons, finalement, ils ont préféré l'organiser en cette fin d'année. Alors il y a une spécificité iséroise dans les Alpes, ce changement de vote entre le premier et le deuxième tour du vote Front National. On passe au vote de gauche, doublement surprenant. Oui, c'est une terre traditionnellement acquise à l'Union de la gauche, mais on a pu voir dans l'entre-deux-tours un appel à la mobilisation qui a été puissant et qui a été entendu, puisque, ça a été rappelé, plusieurs dizaines de milliers d'électeurs se sont ajoutés à la liste des électeurs du premier tour. Ceci dit, le vote des abstentionnistes n'a pas franchement inversé la tendance. Il a profité aux deux principaux candidats. Oui, il s'est réparti, même s'il est différencié, il s'est réparti et a soufflé dans les voiles de plusieurs partis à la fois. Ça, c'est aussi un point notable. Alors, je parlais de spécificité iséroise, il y a aussi une spécificité grenobloise. Tout à fait, et à Grenoble, on voit, c'était net au soir du premier tour, un parti socialiste qui remonte à 30%, un parti écologiste et allié qui se stabilise autour de 20 points, ce qui est beaucoup, et on voit également un parti communiste qui continue d'avoir, un front de gauche, qui continue aussi d'exister. Bref, 57% de soutien à Kéran, c'est aussi une singularité locale. Alors on va tenir compte pour les prochaines élections, notamment, je pense au vote écologiste sur Grenoble, qui s'est maintenu alors qu'il s'est effondré dans tout le reste du département et tout le reste des Alpes d'ailleurs. Oui, c'est un point qui va être suivi de très près par les analystes et les professionnels de la politique. C'est un point sur lequel sans doute des calculs vont pouvoir s'opérer, des stratégies se mettre en place pour les prochains scrutins. Et parmi les têtes connues de l'équipe de Laurent Wauquiez, Carole Montillet, la championne de ski du Vercors, qui n'a jamais caché son désir de s'engager en politique. Elle siégera donc au Conseil régional aux côtés des 34 autres élus isérois. Aurélie Massé. Dossard, numéro 2 sur la liste de Laurent Wauquiez. À 42 ans, Carole Montillet fait son entrée dans l'arène politique. C'est en 2002 qu'elle se fait connaître du grand public. Cette année-là, au JO de Salt Lake City, l'Iséroise est la première Française sacrée en descente. Elle cumule aussi 25 podiums en Coupe du Monde, dont 8 victoires. Parcours interrompu en 2006. La skieuse, victime d'une grave chute au JO de Turin, annonce qu'elle met un terme à sa carrière. Une courte pause pour faire une petite fille, puis des courses de rallye. Elle disputera entre autres le Dakar. Novembre 2015, c'est le début d'une autre histoire. Celui qui va devenir le président de la région présente officiellement sa liste à Saint-Priest-en-Jarret dans la Loire. À ses côtés, l'ex-championne. Pendant la campagne, Carole Montillet expliquera qu'elle veut mettre son bon sens et sa ténacité au service des autres. Il faudra attendre le 4 janvier pour connaître la fonction de cette habitante du Vercors dans le nouveau conseil régional, probablement une délégation au sport. Et en Haute-Savoie, la course à la vice-présidence est lancée. Deux noms arrivent en tête de la liste conduite par Laurent Wauquiez. Il s'agit de la divers droite Julie Gnouva, dirigeante d'une entreprise de décolletage à Sionzier, et puis de Martial Sadier, actuel député-maire Les Républicains de Bonneville. Portrait croisé, Serge Vorette. Une vie dédiée à la politique, une autre à l'entreprise, toutes deux bien ancrées dans leur moyenne vallée de l'Arve. Martial Sadier, député-maire de Bonneville, mais aussi jusqu'à il y a peu, président de la communauté de communes et du syndicat de Rivière, veut, en ce lundi d'après-élection, tourner une page. Je pense probablement que je suis le premier maire de France à mettre mon engagement de démissionner en œuvre dès les 48 heures qui suivent mon élection au Conseil régional. Il ne sera donc plus que conseiller régional et député, mais au passage, il s'impose à moins de 50 ans comme le nouvel homme fort de la droite départementale, car c'est bien lui que Laurent Wauquiez a choisi au détriment de Bernard Accoyer. Lui et elle, Julie Gnouva, à la tête d'une entreprise de 50 personnes, créée par son grand-père à Sionzier et qui se lance maintenant dans un bain politique. La région, c'est un peu lointain. Il y a beaucoup de dispositifs pour les entreprises qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés, parce qu'ils ne sont pas pertinents. Et quand on discute avec des chefs d'entreprise, la plupart d'entre eux nous disent « mais laissez-nous simplement travailler, arrêtez de nous embêter et arrêtez de nous taxer ». Donc c'est surtout pour ça, moi, que j'y suis allée,
pour le programme qu'on a de dire on arrête d'augmenter les impôts, il n'y aura zéro augmentation d'impôts, et le fait de dire on va réduire la dépense publique, parce que ça c'est vraiment une attente de tous les chefs d'entreprise. Elle avoue volontiers sa naïveté en politique et entend même en faire une force. Lui, il en connaît pas mal les arcanes, les appétits et les travers. Moi j'ai entendu pendant 4 mois de campagne électorale, les gens nous disent maintenant ça suffit quoi, tenez vos engagements. Voilà. J'avais dit que j'aurais 2 mandats, je tiens mes engagements, j'aurais pu rester maire encore pendant 1 mois, voire plus longtemps s'il y a des recours. Voilà, symboliquement, je suis élu depuis hier soir, ce matin je fais ça, demain je démissionne. Il faut tenir nos engagements, sinon ça va mal finir. Quelle vice-présidence vous allez prendre? Je sais pas, je vais regarder. Qu'est-ce qui vous intéresse? Mais qu'est-ce qui m'intéresse? Je ne sais pas. La Haute-Savoie, c'est l'économie, c'est les transports, j'en sais rien. Honnêtement, j'en ai pas parlé avec Laurent. Donc laissez-nous nous mettre en place. Se mettre en place pour elle comme pour lui, ce sera début janvier à Lyon, où il y a fort à parier que l'un passe plus de temps que l'autre. Voilà, Gnuva, Sadier, Montillet, autant d'élus qui vont se retrouver donc le 4 janvier prochain. Ce sera au Conseil régional de Lyon, on vient de le dire, pour élire le président et l'exécutif, Christian. Oui, qui peut avoir beaucoup de vice-présidents. On peut aller jusqu'à 14, 15 vice-présidences. Donc là, il y aura aussi des tractations. 204 élus exactement, et parmi eux, les 34 Isérois, 22 Haut-Savoyards, 13 Savoyards. Alors, quel sera le rapport de force au sein de l'Assemblée? Regardez, 34 donc élus Front National, 57 pour la gauche. Alors, je détaille, 6 PC, 5 partis républicains, 29 PS, 6 DVG et 6 écologistes. 113 élus pour la droite, là aussi le détail, c'est important. 9 Modem, 20 UDI, 57 les Républicains et 27 DVD. Laurent Wauquiez sera donc à seulement 40 ans le futur président de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir été député à 29 ans, membre du gouvernement à 32 ans et à l'issue d'une campagne dont Olivier Denoyel nous explique la réussite. La victoire de Laurent Wauquiez hier, le résultat d'une campagne réussie qui s'est jouée en 3 actes. Première étape pour la conquête du pouvoir, obtenir l'investiture de son parti politique. Face à lui, un rival de taille, l'ex-commissaire européen et ex-ministre Michel Barnier. Chacun fait campagne en interne. Pas une partie de plaisir pour Michel Barnier. Ce que j'entends depuis plusieurs semaines, à partir de cette promotion que j'ai faite, c'est beaucoup d'encouragement. Peut-être un peu moins dans mon propre parti, ce qui est assez original, mais j'ai l'habitude. En mai dernier, l'UMP tranche et choisit Laurent Wauquiez comme tête de liste. Acte 2, ou comment réussir un tour de force, l'union de la droite. Ce jour-là, le futur président de la région présente son équipe au grand complet. Républicains, UDI et Modem réunis. Si l'UDI s'est rallié assez tôt à Laurent Wauquiez, la partie n'était pas gagnée avec le Modem. Après moult tractations, le mariage est célébré. Évidemment, on partait de loin. Mais ce qui se joue là, c'est pas juste Wauquiez ou Mignola, c'est des chefs de file de 2 grandes familles de pensée qui ont essayé de se dire, tiens, est-ce qu'on peut mettre de côté nos divergences, les respecter? Troisième et dernier acte de cette campagne, la droitisation du discours. En novembre dernier, sans hésitation et fidèle à ses convictions, Laurent Wauquiez répond à l'invitation des organisateurs de la Manif pour tous. Vous savez, on peut avoir des points communs avec des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent du centre, des gens qui viennent de la droite. C'est pas un problème. Autre position qui a beaucoup fait parler au lendemain des attentats du 13 novembre dernier. En période de deuil national, il s'exprime. Aujourd'hui, il y a en France 4000 individus qui sont suspectés de terrorisme. Je suis convaincu qu'on ne peut pas les laisser dans la nature et attendre qu'ils passent à l'acte. Ce que je demande, c'est que ces 4000 individus soient placés dans des centres de rétention antiterroristes dédiés. Une stratégie qui a incontestablement payé. Laurent Wauquiez a devancé Jean-Jacques Queyran de 4 points au second tour. Voilà, Laurent Wauquiez, le jeune loup qui monte. À l'inverse, Christian, est-ce que pour Jean-Jacques Queyran, c'est plutôt la fin d'une longue carrière politique? Oui, effectivement, Jean-Jacques Queyran a véritablement débuté sa carrière en 1980 comme député du Rhône. Et puis Sylvie Cozzolino nous retrace toute sa carrière jusqu'à hier soir. Certains hommes politiques sont pressés. Jean-Jacques Queyran, lui, a toujours été un homme patient. Et c'est avec patience et fidélité qu'il a tracé sa route politique pendant 38 ans. Queyran est un mitterrandiste de la première heure, mais c'est en 1977 à Villeurbanne qu'il prend son véritable envol. Il devient premier adjoint de Charles Hernu qui lui met le pied à l'étrier. Sa courtoisie est appréciée.
Puis c'est très vite l'Assemblée nationale en 1981 où il sera constamment réélu à l'exception d'un mandat. Et puis Bron, la ville où il pose ses valises et se fait élire maire dès 1989. Ce politique courtois se fait connaître pour son sens du dialogue. Lionel Jospin, dont il est proche, le nomme secrétaire d'État à l'Outre-mer en 1997. Une entrée au gouvernement par la petite porte, puis à l'intérieur où il assure l'intérim de Jean-Pierre Chevènement, victime d'un accident post-opératoire. Au retour de Chevènement, Kéran est complimenté pour son travail, mais la promotion se fait attendre. Elle viendra plus tard lorsqu'il est nommé ministre des Relations avec le Parlement, alors que cet amoureux des arts se serait bien vu à la culture. L'homme est fidèle en politique et dans ses engagements. Lyon, 1998. Sans doute le plus digne combat de Jean-Jacques Kéran. Il est alors chef de file de l'opposition régionale et il dénonce les arrangements de la droite avec le FN en vue de faire réélire Charles Millon. Vous avez encore le temps de refuser cette proposition. Si elle n'est pas refusée, il est bien évident que nous en tirerons les conséquences sur le plan politique et dans la gestion de cette Assemblée. 1998-2015, les combats de Jean-Jacques Kéran n'ont pas changé. Fidélité envers les idées de gauche et constance dans les engagements. Alors on l'a vu, hein, on l'a dit tout à l'heure, l'envie de renouvellement a joué dans cette élection, Olivier Hill. Est-ce qu'on peut dire que les électeurs ont finalement préféré aussi un jeune à un ancien, un vieux? Oui, on le sait. Il y a un besoin, un désir de renouvellement dans l'électorat français. Qui a donc été entendu. Et qui a été entendu ici et qui est spectaculaire, puisque l'un a 40 ans, vous l'avez rappelé, l'autre plus de 70. C'est donc une page qui se tourne, deux générations qui se font face et le cycle du temps qui poursuit son œuvre. Et ça peut être vrai aussi pour d'autres hommes politiques? Oh oui, sans doute. Et vous pensez à Nicolas Sarkozy, Daniel Espin, qui pourrait se représenter à la présidentielle? On en parle et après tout, on le sait, la France se caractérise en Europe par sa gérontocratie, et ce sont des personnes âgées qui dirigent la plupart des exécutifs. Ce besoin de renouvellement, désormais, il est aux portes des urnes. Alors, au-delà du cas Jean-Jacques Kéran, est-ce que la droite non plus ne peut pas s'enorgueillir de cette défaite? Là aussi, c'est un vote de rejet de la classe politique dans son ensemble. Oui, et la droite d'ailleurs fait un succès qui est en partie freiné par la présence du Front National, et c'est un succès qui reste donc problématique à bien des égards, et qui réveille la question des stratégies qu'il va falloir mettre en œuvre maintenant pour le prochain scrutin 2017. Le Front National qui a l'avantage aussi de présenter finalement que des nouvelles têtes ou des têtes très peu connues et pas forcément des personnes âgées. Et les jeunes et les classes populaires ne s'y trompent pas, qui votent majoritairement, lorsqu'elles votent, c'est catégorique car elles sont plutôt abstentionnistes, pour le Front National. C'est un signe. En tant que professeur à Sciences Po, c'est un problème démocratique que le Front National ne soit pas aussi bien représenté dans les instances. Oui, il faudra y être très attentif parce que, élection après élection, voilà une représentation politique qui gonfle, mais qui ne débouche jamais sur, au fond, une véritable présence dans les exécutifs. Ça va finir par poser problème. Merci messieurs, merci d'avoir réalisé ce petit débat avec nous. Autre actualité du jour, la mobilisation nationale des infirmiers anesthésistes. Ils craignent des changements dans leur formation et souhaitent la reconnaissance officielle de leur Master 2. À Grenoble, ces infirmiers spécialisés ont distribué des tracts dans la rue pour faire entendre leur cause. Nathalie Rapuc, Yves-Marie Glo. En fait, l'infirmier anesthésiste, il va travailler vraiment en concert avec le médecin anesthésiste et après c'est lui qui va... Voilà, Bertrand, Lydie et Annabelle expliquent à la population leur profession. Infirmiers, anesthésistes, diplômés d'État. Un métier encore trop méconnu du grand public. Il faut savoir que chaque anesthésie qui sont faites en France, vous trouvez à la tête un infirmier anesthésiste qui va endormir les gens, qui va entretenir l'anesthésie, qui va les réveiller, soigner aussi la douleur, la prendre en charge. Et au jour d'aujourd'hui, tout ça n'est pas reconnu. En France, leurs 5 ans d'études ne sont pas reconnus, soit 2 ans de plus qu'un infirmier. Une profession intermédiaire qui existe, mais qui est exclue du nouveau statut prévu par la loi santé de Marisol Touraine. Ouais. J'ai regardé sur le net, voir un peu à la fois ce qu'est la loi santé, mais également cette particularité concernant le métier des anesthésistes. Ces étudiants sont en dernière année d'école d'infirmiers anesthésistes. Au cours de leur formation, ils sont déjà confrontés à des cas réels. Des intubations difficiles en salle. La responsabilité, on l'a. Le temps qu'on appelle le médecin, le temps qu'il vienne, il faut qu'on agisse. Si le patient se dégrade, il faut qu'on puisse mettre en place des thérapeutiques pour controverser ce problème, en attendant que le médecin arrive. Leur métier s'applique dans 3 champs de compétences, l'anesthésie, la réanimation et l'urgence. Avec la nouvelle loi santé, la formation sera différente. Premier risque de l'état de choc,
En première année, on fait tout ce qui est anesthésie. La deuxième année, c'est sur de l'urgence, sur de la recherche clinique, sur de la douleur. Et ce qu'on craint, c'est que ça soit fini pour après, qu'il n'y ait plus cette possibilité d'études-là, et que ça soit juste des infirmiers de pratique avancée en anesthésie. Le projet de loi santé de Marisol Touraine vient d'être rejeté par le Sénat et passe au vote à l'Assemblée nationale le 17 décembre prochain. À quelques jours des vacances scolaires, les stations de ski sont dans les starting blocks. Globalement, elles s'attendent à une bonne saison, même si le manque de neige pourrait rappeler la saison passée. Petit bémol tout de même, les réservations pour la première semaine de Noël accusent une légère baisse. Marion Feutry, Serge Vorette. Dernier jour de tranquillité avant l'affluence touristique. Dans cet hôtel-restaurant, ne reste plus que les décorations de Noël à installer, les saisonniers à former et l'établissement sera fin prêt pour accueillir les vacanciers le week-end prochain. Même si, pour la semaine de Noël, le carnet de réservation est moins rempli qu'espéré. C'est sûr qu'il y aura une baisse de 20 ou 30 sur cette semaine-là. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Maintenant, il faudra quand même que ça tombe. C'est vrai que des vacances avec de la neige, surtout à Noël, c'est festif. C'est plus festif que s'il n'y a pas de neige. Pour cette première semaine de vacances, hôtels, gîtes et locations du Grand Bornand affichent un taux d'occupation de 60%, contre 80 à 85% d'habitude. La station de moyenne montagne fait les frais du manque de neige de l'an dernier, mais aussi d'un calendrier peu favorable, avec le jour de Noël placé un vendredi. T'es 26, donc oui, tu auras une gratuité, il n'y a pas de problème. Traditionnellement, quand les fêtes tombent un vendredi, samedi ou dimanche, c'est une configuration qui n'est pas très favorable et on s'aperçoit que les fréquentations sont légèrement en baisse par rapport à une arrivée et donc un jour de fête en semaine, lundi, mardi ou mercredi. Côté piste, la neige est au rendez-vous, preuve en est l'ouverture partielle de la station depuis fin novembre. Mais les exploitants espèrent de nouvelles chutes de neige pour ouvrir la totalité du domaine. 4300 clients sont déjà en possession d'un forfait saison. J'ai été effectivement surpris de voir la progression d'environ 4-5% des ventes d'avant-saison suite à une saison difficile. Voilà tout ce qu'on peut dire. Donc la consommation du ski est encore là. La clientèle, elle est dans les starting blocks aujourd'hui. On voit bien la réactivité aux premières chutes de neige. Et la météo, justement, quelques flocons attendus mercredi, suivis de températures bien douces jusqu'à la fin de la semaine. Noël avant l'heure et plus encore pour une famille de Saint-Jean-de-Sixte en Haute-Savoie. Elle est l'heureuse gagnante du loto du 23 novembre dernier avec un gain de 2 millions d'euros. Belle petite histoire à découvrir sur notre site France 3 Alpes. En attendant Noël, justement, c'est le titre d'une série de reportages que nous allons vous proposer au quotidien cette semaine. Direction le Nord-Isère pour le premier épisode où la ville de Bourgoin-Jallieu s'est lancée dans son premier grand marché de Noël avec la volonté d'en faire un événement majeur. Denis Vignaud-Duguet, Jean-Pierre Rivet. Cette année, Bourgoin-Jallieu fait les choses en grand. Dès la nuit tombée, la ville s'illumine et les rues s'animent pour donner vie à un grand marché de Noël. Un petit train fait le tour des animations, du village de Noël jusqu'aux places et rues piétonnes en passant par une patinoire éphémère. Une ambiance de fête souhaitée par les commerçants. Les commerçants sont des acteurs majeurs pour les fêtes parce que c'est là qu'on vient faire nos cadeaux. Donc ils sont là, ils sont présents, ils sont souriants et ils ont envie de faire plaisir aux gens. Libéré, délivré, je mentirai. Le plus important, c'est de faire venir les gens à Bourgoin. C'est leur faire voir qu'à Bourgoin, il se passe encore des choses. Les commerçants sont encore là, ils sont présents, ils les attendent. Et le marché de Noël est un bon point pour faire venir les gens et leur montrer qu'à Bourgoin, on fait encore beaucoup de choses. Mobiliser chaque soir la population pour que cette fin d'année soit synonyme de réussite pour tout le monde, sans exception. Allez, une bonne soupe! C'est en tout cas le souhait de l'association des cuisiniers de métier du Nord-Isère qui profite de l'événement pour venir en aide à sa façon à une autre association, Envol Isère Autisme. Là, ce soir, on propose 14 soupes différentes. Donc chacun apporte sa spécialité. Ça fait à peu près 4-5 ans qu'on fait cette opération. Et à 6h30, on manque déjà de soupe, tellement qu'on a du succès. Pour cette
première édition de son marché de Noël, Bourgoin-Jallieu entend devenir une référence dans le Nord-Isère. Un projet ambitieux qui, en plus des animations, propose de nombreux spectacles, une façon de combattre la morosité ambiante. Cette année, avec toutes les difficultés, avec les événements de ces derniers jours, il fallait un grand moment de joie, un grand moment de lumière. On a tout croisé, l'animation commerçante, la vie économique, les animations culturelles, la musique, la danse, la solidarité avec la soupe. Et tous ensemble, ça permet de faire ce qu'on a aujourd'hui. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Le ton est donné. Jusqu'au 31 décembre, Bourgoin-Jallieu propose de vivre au quotidien la féerie de Noël avec, en point d'orgue, chaque samedi, la grande parade et son invité vedette, le Père Noël. Je vous rappelle enfin le premier titre de cette édition des Alpes, Laurent Wauquiez, que Les Républicains sera le président de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes en janvier 2016. Il a été élu avec un peu plus de 40% des voix devant le socialiste Jean-Jacques Kéran et le frontiste Christophe Boudot, deux rivaux auxquels il a par ailleurs tendu la main. Voilà pour l'information régionale. Dans un instant, les prévisions météo, puis l'édition nationale avec Carole Gessler. Autour de 23h et juste après le Grand Soir 3, ce sera le supplément régional du Soir 3. Et puis demain, midi, vous retrouverez Pauline.